Qu'est-ce que le centre? Quelle est son histoire? Quel est son avenir? C'était l'objet de la réunion qui s'est déroulée le 13 mars dernier à Montigny, à l'initiative du MoDem des Yvelines. Et à cette occasion, nous avons rencontré Jean-Louis Bourlange. Jean-Louis Bourlange, c'est le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi un intellectuel qui a beaucoup réfléchi sur la vie politique française. On lui demandait, qu'est-ce que c'est le centre? Jean-Louis Bourlange, bonjour. Vous êtes député MoDem des Hauts-de-Seine, vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, et puis aussi un intellectuel qui réfléchissait à la vie politique française depuis assez longtemps. Et on va essayer alors, dans cette soirée qui est consacrée à cette notion de centre, d'en savoir un petit peu plus, parce que c'est un mot un peu polymorphe. Il y a à la fois des valeurs, il y a à la fois des mouvements, il y a à la fois une façon de gouverner. Ça représente beaucoup de choses. Et on pourrait dire au fond, c'est ça que les centristes existent depuis toujours. Sous la Révolution, il y avait déjà des centristes. Il y avait les Girondins, il y avait Mirabeau, il y avait des gens comme ça, le Marais. Oui, il y avait, on peut dire ironiquement, que Robespierre lui-même était centriste, puisqu'il passait sa vie à guillotiner les gens à sa gauche et à sa droite. Donc on est toujours le centriste de quelqu'un, mais évidemment, le centrisme dont nous pouvons nous réclamer n'est pas exactement celui de Robespierre, heureusement. C'est beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une tension très, très importante dans la famille centriste depuis toujours, c'est doit-on la considérer comme une famille autonome qui dispose d'une vision du monde, de la politique différente de celle de la droite ou de celle de la gauche, et qui se résume globalement en une conception très anti-jacobine, qui ménage la société par rapport à l'État. Les collectivités décentralisées, au-dessus l'Europe, les forces sociales dans l'élaboration du pacte social, par rapport, ils s'opposent donc aux Jacobins qui sont des gens du tout État. Absolument. Tout État à droite, tout État à gauche, ça c'est une approche. Et puis il y a l'autre approche qui est très différente, et il y a une tension entre les deux, qui est que le centre est un trait d'union entre justement les Jacobins de droite et les Jacobins de gauche, parce qu'il faut bien qu'il y ait une majorité, il faut bien qu'on s'entende, il faut bien que le pays fonctionne sans se déchirer, et là c'est une force d'intermédiation, de modération, d'apaisement, et donc il y a à la fois cette dimension originale sur le plan idéologique et ce tempérament dont on se moque souvent en France. On dit les centristes sont toujours le derrière entre deux chaises, ils disent oui, ils disent non, etc. Ils sont ni à gauche ni à gauche, comme disait Mitterrand, qui disait qu'ils étaient à droite. Oui, alors ça c'est un peu différent. Oui. Et là, d'ailleurs, on reproche ça à Emmanuel Macron avec le en même temps. On en parlera mais même le général de Gaulle disait la France. Ce n'est pas la droite, la France, ce n'est pas la gauche, la France, c'est la France. Donc il voyait bien qu'il fallait rapprocher ces gens-là. Des républicains qui ont fondé la Troisième République, républicains laïques, assez différents de la famille démocrate chrétienne, comme Jules Ferry, étaient aussi très soucieux de rassembler les Français, de les réunir, d'avoir une école qui ne soit pas un lieu inconfortable à vivre, par exemple pour les familles chrétiennes. Donc tout cela il y avait cette ouverture. Et puis dans le même temps, surtout que l'Église à l'époque était très très engagée dans un combat anti-libéral, anti-lumière, anti-révolution française, il y avait l'idée que les républicains défendaient quelque chose d'autre. Donc il y a toujours eu ce balancement dans la vocation centriste entre ce côté trait d'union et cette tentation de la troisième voie, vous voyez, ni droite ni gauche, ou avec la droite et avec la gauche. Alors c'est une contradiction, mais la vie est faite de contradictions, et à la fois le drame et la richesse du centre, c'est de vivre avec cette contradiction. Alors si on passe à la République, alors il y a eu la 3e et la 4e République, avec un centre, il y a le Parti radical, Parti radical socialiste, mais enfin qui s'est un peu détaché de la gauche, qui est un peu devenu le centre, il y avait le Ça dépend, c'était l'âme de la gauche au départ. Au
dans les années 1900, au moment de l'affaire Dreyfus, et c'est devenu, sous la 4e République, le lieu de toutes les coalitions entre la droite et la gauche. Oui, je crois que c'était Edgar Faure qui disait le Parti radical, il est fait pour être au gouvernement. Quoi. Ah oui, un radical est fait pour être ministre. Et c'était une maxime qu'il appliquait avec courage et rigueur et persévérance. Il y avait aussi le MRP, alors, qui était plus de tendance démocrate, voire chrétien-démocrate plutôt. Oui, alors le MRP, quand on voit justement ces deux vocations du centre que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la vocation trait d'union, c'est manifestement celle du Parti radical entre 1946 et 1958. On voit que les présidents du Conseil sont en majorité des hommes issus du radicalisme, alors que le radicalisme est un tout petit parti sur l'échiquier politique. Oui, il est déjà en chute, quant au MRP, c'est plutôt la vocation de fond. C'est-à-dire que le MRP apporte à l'époque des réponses aux questions de la société française très originales. Il invente le projet européen avec Schuman, il invente une conception très décentralisée, il porte une conception de l'école qui est à la fois avec l'aide à l'école privée, qui concilie la prise en charge sociale par l'État des frais d'éducation et en même temps l'autonomie profonde des établissements d'éducation. Donc tout ça, ce sont des réponses. Il apporte également sur le plan agricole et sur le plan ouvrier une conception des relations. C'est l'époque de la CFTC, c'est l'époque des jeunes agriculteurs, de la jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse ouvrière chrétienne. C'est une conception anti-lutte des classes de la relation sociale. Ça n'est pas le patronat, comme la droite, mais ça n'est pas la lutte des classes, comme les socialistes. C'est l'idée qu'on doit développer la concorde sociale par le dialogue et par l'enrichissement mutuel des entreprises. Ah, vous voyez, sur le plan social, sur le plan politique, c'est un parlementarisme, c'est également la décentralisation. Sur le plan européen, c'est le dépassement du nationalisme, mais ce n'est pas l'internationalisme de la gauche, bolchevique notamment. Donc c'est une identité propre. Propre. Alors voilà, on voit et avant ça se marie assez bien au bout du compte entre les radicaux et les MRP, avec des frictions sur l'école, évidemment, qui ne seront pratiquement résolues que quand Michel Debré introduira au début de la Ve République, avec l'appui d'ailleurs d'une majorité composite, parce que la majorité des débuts de la Ve République associe le MRP, associe des forces du centre. Alors là, il apporte effectivement la solution au problème scolaire avec les fameuses lois introduisant les contrats. C'est ça, les contrats avec les écoles privées. Les contrats avec les écoles privées, oui. Alors justement, là, vous parliez de la Ve République, alors il y a 58, et puis il y a 62 avec l'élection du président au suffrage universel, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour le centre, parce qu'on s'oriente vers la bipolarisation, la droite ou la gauche, quoi. Enfin, qui va se traduire, c'est ça, par gouvernement de droite puis gouvernement de gauche, et le centre est réduit là, alors à faire la jonction ou faire le supplétif d'une majorité. Oui, il y a il y a d'abord le mode de scrutin en 58, l'introduction d'un mode de scrutin majoritaire qui n'était pas le cas sous la 4e République. La 4e République, c'était le scrutin proportionnel, même s'il a été tempéré par les apparentements en 51. En réalité, on avait une chambre qui représentait les différentes formations politiques, et ensuite les formations politiques passaient un contrat de gouvernement. C'était un bon système. Ce qui était mauvais dans le système, c'est que l'Assemblée était sans contrôle. Alors qu'en réalité, la grande innovation de la Ve République, ça a été le droit de dissolution offert au président de la République, qui était une machine
à stabiliser les gouvernements, parce que quand vous êtes parlementaire, vous n'avez pas tellement envie pour un oui ou pour un non de venir tout le temps chez les électeurs. C'est très bien les électeurs, mais on les voit tous les 5 ans. Et en revanche, donc le premier signe, la polarisation, ça a été effectivement, ça a été voulu par l'UNR, ça a été voulu par Roger Frey notamment, et puis ça a été voulu. Ils ont eu l'idée que la gauche serait contrôlée par le Parti communiste et que donc la droite serait éternellement au pouvoir. Oui, ce que disait Perfit, si on ne faisait pas de bêtises, on est là pour 30 ans. Ce qui a été assez vrai. Ils ont été au pouvoir jusqu'en 81, et même en 81, ça a été le même système au profit du Parti socialiste. Mais alors là, vous avez raison, la seconde nouvelle, la seconde modification très importante, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel, qui confirme d'ailleurs ce qui s'était passé entre 58 et 62 dans les faits, à savoir que c'était le président de la République et non plus le Premier ministre qui était le dirigeant essentiel. Alors là, c'est compliqué, parce que ça veut dire que le pouvoir est tout entier d'un côté. La lutte pour le pouvoir, ça devient non pas une représentation de tout le monde et une sorte de négociation pour le partager entre des partis politiques qui, comme en Allemagne par exemple, qui est un système proportionnel, discutent entre eux un programme de gouvernement. Non, là, c'est celui qui gagne, même s'il représente une minorité. S'il gagne, c'est qu'il représente la plus forte minorité. Et donc, il rafle tout. Les Américains disent « the winner takes all ». Le vainqueur remporte tout. Et alors là, ça devient très compliqué parce que, évidemment, toute cette dimension de partage, de négociation entre les forces qui était l'une des spécificités du centrisme devient inutile. Et en plus, c'est des partis qui sont plutôt parlementaristes. Donc ils s'adaptent mal aussi à ce système-là. C'est un déplacement du Parlement vers l'Élysée, vers la présidence de la République. Et c'est en même temps une concentration du pouvoir, parce que le mécanisme de l'élection présidentielle, du mode de scrutin et de l'élection législative qui suit, fait que le président de la République peut, si tout se passe bien, et tout ne se passe pas toujours bien, comme on l'a vu il y a 2 ans, si tout se passe bien, eh bien, le président de la République contrôle l'ensemble du pouvoir, et là, ça se traduit par un renforcement du système jacobin, en réalité. Alors je dis que c'est une mauvaise nouvelle pour le centre. Il y a quand même une exception notable, c'est 1974 avec la victoire de Giscard. Oui. Et Giscard dans la phrase « la France veut être gouvernée au centre ». Enfin, Giscard qui théorise même ça. Hein. Vous avez tout à fait raison de dire les centristes avaient 2 manières de réagir à cette situation. Ils pouvaient essayer de détruire le système et de reconstituer en réalité un jeu politique différent. Ça a par exemple été l'idée d'Alain Poher. Alain Poher qui a occupé l'intérim après le départ du général de Gaulle et qui s'est présenté, il a été battu par Georges Pompidou, mais il a fait un score extrêmement important. Il avait l'idée que le nouveau président ne devait pas pas gouverner, qu'il fallait rendre le gouvernement à Matignon, au Premier ministre. En fait, pourquoi a-t-il été battu ? Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que les Français ne comprenaient pas pourquoi, votant pour un homme, ce ne serait pas celui-là qui exercerait le pouvoir. C'était leur homme dans le système. Il y a la même chose avec Defer et Mendès France, d'ailleurs. Oui, absolument. Quand ils se sont présentés tous les deux. Là, ils étaient 2. On élisait un président et pas un Premier ministre. Mendès France, ça m'a fait penser à une phrase de Bonaparte qui disait un mauvais général vaut mieux que 2 bons. et alors, l'autre option, ça a été l'option de Valéry Giscard d'Estaing qui a dit « Nous sommes dans un système bipolaire, on est obligé de choisir son camp, donc l'ensemble des forces, les libéraux, les radicaux, les démocrates chrétiens, doivent se réunir et il faut qu'ils prennent le contrôle d'un des 2 camps. Soit de la droite, soit de la gauche. Et pour lui, ça a été la droite. Il a pris le contrôle. Il a dit, il a essayé de faire du mouvement centriste
une sorte d'alternative à la domination du parti gaulliste. Et ça n'a pas mal marché. Ça n'a pas mal marché en réalité. Ça ne s'est véritablement brisé que même ça a survécu à Giscard politiquement. Giscard a été battu en 81. Il est battu parce qu'il devient peut-être le candidat de la droite en 81 aussi, non? Oui, ça je crois. Je suis convaincu de ça. Mais ça c'est un... C'est un autre problème. Oui. Non, c'est une autre problématique, oui. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense que Giscard a cru que son adversaire c'était Chirac, oui. Parce que Chirac était son adversaire, oui, mais c'était pas le plus dangereux, oui. Et qu'en réalité, la France dérivait profondément vers la gauche et que Mitterrand était l'homme qui pourrait incarner une gauche qui se débarrasserait du Parti communiste. Et donc là, Giscard l'avait très bien compris au moment des législatives de 78. Il avait fait une politique très habile avec Simone Veil derrière, etc. Il avait fait une politique, il avait détaché du Parti socialiste un certain nombre de gens qui se méfiaient des communistes. Il a donc gagné les élections de 78, mais après, il a fait à droite toute. Oui. Et ce à droite toute fait qu'il a écrasé Chirac au premier tour, mais qu'il a été en situation extrêmement difficile face à Mitterrand au second tour. Mais je reviens à ce que nous disions il y a un instant. Le problème des centristes, c'est que malgré cette défaite de Giscard, ils sont restés pratiquement l'équivalent en termes politiques du RPR tout au long des deux septennat de Mitterrand. Et ils ont été, quand Chirac est revenu, il a dû faire une vraie coalition. Il y avait, je me rappelle, il y avait Simone Veil qu'il avait combattu avant et qu'il avait été obligé de réintégrer. Il y avait les centristes. Même Raffarin venait du... Oui, Raffarin, c'est surtout Chirac plus tard. Oui, c'est plus tard. Tandis que Mitterrand, le premier Chirac, si vous voulez. Oui. Chirac, il était, parce qu'il dépendait du Parlement. Et le Parlement, son pouvoir était parlementaire. Mitterrand était là, mais on était en cohabitation. Oui. Donc le pouvoir de Chirac, Premier ministre, dépendait de la confiance de deux partis qui étaient le RPR et l'UDF. Ensuite, ça a été la même chose avec Édouard Balladur. Je me rappelle la constitution du gouvernement Balladur. Il y avait Pasqua, curieusement, il y avait Pasqua à la gauche du Premier ministre et Simone Veil à la droite du Premier ministre. C'était une construction inversée, mais cet équilibre-là a existé. Et quand Chirac a repris le pouvoir en se faisant élire président de la République en 1975, il a cassé ce système. 95, hein. Il a cassé ce système et là, il a dit on revient à la République d'avant 1974, d'avant l'élection de Giscard, c'est-à-dire je casse d'abord l'UDF. Alors, il y avait la tension entre les libéraux et les démocrates chrétiens. Je fais alliance avec les libéraux, je marginalise les démocrates chrétiens et j'installe en fait la domination du RPR. Oui. Donc, et là, on est sorti dans cette affaire-là. Et maintenant, on est arrivé dans une toute autre histoire aujourd'hui qui est, je crois, fondée sur le fait que la droite et la gauche ont été grignotées, absorbées par l'extrême droite et par l'extrême gauche. Et là, il s'est passé quelque chose de très différent, ce qui a été évidemment très dangereux. Très dangereux, c'est pas Macron qui a inventé ça, hein. Ce sont les Français. On voit le RPR, c'est devenu l'UMP, c'est peu à peu affaissé au profit du Front National, puis du Rassemblement National. Le Parti Socialiste s'est affaissé au profit de la France Insoumise. Du coup, tous les gens qui étaient modérés dans ces deux partis ont fait une politique de conjonction au centre, où le MoDem était déjà. Donc la majorité d'aujourd'hui, c'est la vieille famille centriste, et puis les modérés
de la droite qui n'acceptent pas les thèmes, le pactiser avec les... et qui savent que pour gagner, il faut qu'ils se rapprochent de la gauche. Et même chose, les anciens socialistes modérés, les héritiers de Delors, de Rocard, qui ne se reconnaissent pas dans la NUPES. Mais justement, alors c'est un des reproches qu'on fait à Macron. Enfin, d'abord, est-ce que Macron est centriste à votre avis ? Non, il est la caractéristique. La caractéristique de Macron, c'est qu'il est plusieurs choses. Oui. Et c'est-à-dire sa force. Il a incarné un mix de plusieurs familles politiques. La technocratie, inspecteur des finances, la haute fonction publique, qui avait été au pouvoir avec De Gaulle, que De Gaulle a installé au pouvoir, qui est une forme de centrisme dans la mesure où on travaille avec la droite et avec la gauche, oui. Mais qui n'est pas une forme de centrisme dans la mesure où elle repose sur l'exécutif et pas sur le Parlement. Donc il y a chez Macron, et il y a chez Macron une très faible sensibilité à l'intérêt du Parlement. Il est bien dans la tradition de Gaulle et de Bonaparte, trouvant que les parlementaires, c'est quand même des gens, des empêcheurs de gouverner en rond. Bon. Donc il y a cette famille-là. Il y a une tradition libérale notamment sur le plan économique, qui d'ailleurs se retrouve aussi dans une partie de la famille centriste, qui l'a conduit à faire des réformes qui ont été considérées qui étaient très utiles économiquement, mais qui ont été mal perçues par une partie de l'opinion sur l'impôt sur la fortune. Donc il est un peu libéral. Il est un petit peu populiste, c'est-à-dire qu'il a incarné, comme Bayrou d'ailleurs, il a incarné à un moment, et dans les mêmes termes que Bayrou, un populiste qui est totalement dénué de toute hostilité aux immigrés, mais qui consiste à dire que il faut installer la base par rapport au sommet, par rapport aux élites, par rapport aux journalistes, par rapport aux parlementaires. Il y a un certain, ce qu'on appelait naguère le basisme, c'est-à-dire la volonté de faire monter la base. Donc il est tout ça. De centriste, il a le refus de l'opposition entre la droite et la gauche, en même temps, en quelque sorte. Il a aussi un assez grand sens de la modération dans les choix qu'il fait, tempéré par une volonté de rupture dans son tempérament. Donc il y a chez Macron une... Oui. Alors moi je dis toujours que ça peut donner... Moi je suis... on a été même très favorable avec François Bayrou à l'idée du « en même temps », parce que on estime que la France c'est le « en même temps », mais ce qui m'inquiète un peu de temps à autre en écoutant Macron, c'est qu'on passe parfois du « en même temps » au « successivement ». Justement, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, il y a un bloc centriste assez fort, enfin, avec des gens qui viennent du centre, de la gauche, de la droite modérée. Et puis, alors, un des reproches qu'on fait, c'est que ça fait monter, en effet, les extrêmes à gauche, les extrêmes à droite. Est-ce que c'est ça qui fait monter les extrêmes, ou est-ce que, finalement, c'est une chose on voit la montée du populisme à peu près dans tous les pays européens. Est-ce que ça dépasse... Oui, je crois que le phénomène doit être inversé. C'est parce que les extrêmes montent, parce que les tentations nationalistes, autoritaires, même parfois identitaristes et parfois racistes, d'un côté, ou d'un côté et de l'autre d'ailleurs, c'est parce qu'elles montent que les gens qui se reconnaissent dans une philosophie humaniste, démocratique, libérale, respectueuse de l'état de droit, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont obligés, s'ils ne veulent pas disparaître, de faire affaire ensemble. Je crois que c'est le vrai clivage. Le clivage droite-gauche n'a pas complètement disparu. Il y a des gens qui sont plus pour la liberté, d'autres qui sont plus pour l'égalité, je simplifie. Mais il est second. Sur l'essentiel, ils peuvent s'entendre. Par rapport à ce grand clivage qui est, est-ce qu'on est pour une société ouverte, libérale, pluraliste, universaliste, très important par rapport au wokisme, ou est-ce qu'on est pour l'exaltation de toutes les catégories fragmentées et une exaltation nationaliste, fermeture économique, fermeture des frontières, refus de l'Europe. Et donc le vrai clivage, il est simplement maintenant entre l'extrême droite et la droite, et entre l'extrême gauche et la gauche, et pas entre la droite modérée et la gauche modérée. J'ai tendance à dire que le grand enjeu des années qui viennent, ça sera de savoir si
Les Français pensent qu'entre la droite et l'extrême droite, parce que c'est le RN qui nous menace le plus, il y a simplement une différence de degré. Et alors là, ça veut dire que nous aurions perdu la partie. Ou si les Français vont comprendre qu'entre la droite et l'extrême droite, il y a une différence de nature. Je remercie Jean-Louis Bourgange pour cet échange et cet éclairage. Et puis on va se retrouver très vite, évidemment, pour parler politique.